La RSE est-elle compatible avec le retail ou le retail est-il compatible avec la RSE? C'est la question qu'on va se poser dans l'heure qui vient avec trois intervenants à qui je vais proposer de me rejoindre sur scène. Bénédicte Barbry, Vincent Béhague et Philippe Berland. Alors, j'ai oublié de la zapette, excusez-moi. C'est mieux avec visage. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. J'ai eu des échanges passionnants avec vous en préparant cette table ronde, que je crois beaucoup attendre avec impatience. On avait eu un même débat, en fait, ou similaire, il y a 2 ans, au Connected Day 2019. On avait le slip français, la CAMIF, comme intervenant, et on avait évidemment des gens qui étaient passionnés par ce sujet. Mais ce que je sentais il y a 2 ans, c'était plutôt des signaux faibles dans le retail traditionnel, plus qu'une réalité concrète. Et j'ai l'impression qu'en 2 ans, peut-être avec le Covid, on est passé de la cerise au gâteau, et le sujet est devenu central dans certaines entreprises du retail, voire le fer de lance de la stratégie. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais débattre avec vous. Il y a une étude aussi Sustainable Brands de la régie Retail Média d'Auchan qui indiquait fin 2020 que les consommateurs et professionnels étaient très engagés dans ce sens. Les Français attendent des marques qu'elles contribuent à la réduction carbone et s'associent à l'engagement pour 89%. Ils attendent de la transparence. 78% même déclarent être influencés par le caractère responsable d'une marque lors d'un achat. Et près d'un consommateur sur 2 se dit prêt à payer plus cher pour un produit éco-conçu ou une marque responsable. Mais l'étude montre également que seuls 26% des Français estiment que les marques communiquent suffisamment sur leurs engagements. Alors, je vais vous laisser vous présenter, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, mais voilà un petit peu pour dresser le tableau, quelques données. Bénédicte, commencez par vous, dites-nous qui vous êtes et chez qui vous travaillez et ce qui vous singularise. Oui, alors donc je suis Bénédicte Barbry, je suis directrice des relations extérieures, affaires publiques et développement durable pour le groupe Mobivia. Mobivia, c'est pas forcément connu en tant que Mobivia. Mobivia, c'est né de l'enseigne Nord-Auto il y a 50 ans. Et donc, c'est devenu progressivement un écosystème d'entreprises au service de l'automobile et de la mobilité, on va dire, sur l'histoire. Donc, c'est Nord-Auto, c'est Midas, c'est Carter Cash, mais c'est aussi toute une série d'entreprises sur le vélo, les nouvelles mobilités, etc. Donc, moi, j'ai intégré cette entreprise il y a 34 ans. Je suis pas forcément une passionnée d'automobile, mais j'ai surtout eu un coup de cœur à l'origine pour cette belle entreprise qui était Nord-Auto. Et un véritable coup de cœur pour son projet d'entreprise, ses valeurs, sa culture et tout ce qui était incarné par son fondateur Éric Derville, qui a vraiment toujours eu à cœur et son leitmotiv, c'était de dire qu'il n'y avait pas d'entreprise pérenne dans un écosystème qui ne l'était pas et qu'il n'y avait pas de création de valeur possible économique s'il n'y avait pas de création de valeur tout court, enfin, voilà, d'un point de vue environnemental et sociétal. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir, en effet, accompagner l'entreprise sur tous ces sujets-là. Donc, j'ai un parcours, en fait, à l'origine marketing, communication, mais très vite, sous l'impulsion d'Éric Derville, donc, j'ai pu développer et donc, j'étais amenée à développer tout un programme donc début des années 90, en partant des nuisances générées par l'automobile et en tirant ce fil-là et en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, notamment sur tout ce qui est recyclage des déchets issus de l'automobile, la sécurité routière, etc. On va revenir sur toutes ces initiatives presque historiques chez Mobivia. Philippe, 2 mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Berland, donc directeur général adjoint de La Redoute. La Redoute, entreprise du Nord, s'il en est aussi.
un peu plus vieille encore, plus de 180 ans. Voilà, un grand nombre de mutations pour cette entreprise et encore une récente avec le passage de la VPC évidemment au e-commerce complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait partie aussi du groupe Gray Lafayette. Pour ma part, j'ai un parcours très retail et marque. J'ai fait différentes enseignes ou marques de tout type, du plus accessible au luxe et sous toutes les formes de retail, sélectif, l'hypermarché et aujourd'hui le e-commerce. Et à titre perso aussi, je suis assez attiré par ces problématiques de RSE et je suis à ce titre administrateur de 2 éco-organismes. L'éco-organisme Refashion qui fédère toutes les initiatives en vue du recyclage, de la collecte et le recyclage des déchets textiles, et Écomobilier qui s'occupe, lui, de la partie meubles. Voilà, ce sont des organismes qui sont moins connus du grand public, mais qui sont très importants dans la constitution de filières plus responsables, industrielles et de distributeurs. Voilà. Intéressant. Vincent, 2 mots sur toi et sur Adix. Oui, alors moi je dirige un cabinet de conseil en management qui s'appelle Adix, qui est spécialisé dans le monde de la distribution, dans le pilotage et transformation, et puis globalement le passage de la stratégie à l'exécution, avec un point, une singularité en tout cas dans le cabinet, qui est quand j'ai réfléchi à la création il y a 15 ans, je m'étais posé la question de ce qui allait guider les transformations demain. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et parmi les éléments, il y avait les contraintes écologiques, la pénurie des matières premières, le vieillissement des populations, les questions d'égalité, les questions d'horizontalité des citoyens. Et tous ces éléments m'ont amené à me dire, c'est là-dessus qu'il va y avoir les plus grosses transformations demain. Et c'est ce que j'ai envie d'accompagner et d'apporter en termes de savoir sur comment passer de la stratégie à l'exécution. Donc le sujet durabilité est un peu dans ton ADN. C'est l'ADN du cabinet, y compris d'ailleurs sur la responsabilité sociale avec des salariés au capital du cabinet. Alors, un des grands enjeux de la RSE et de la durabilité pour le retail, c'est quand on sait que l'impact carbone du retail est majoritairement lié à la production, en fait. Qu'est-ce qu'il faut revoir dans ce domaine ? Et Bénédicte, j'ai été frappé quand on a échangé d'apprendre que Mobivia agissait depuis longtemps dans ce sens. Et vous avez fait de votre mission, hein, je cite, « Open Global Sustainable Mobility to All ». Je dis en anglais, mais tout le monde traduira. Ça se traduit par quoi concrètement chez Mobivia, cette Open Global Sustainable Mobility to All ? Alors d'abord, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la mobilité, l'automobile, c'est évidemment au cœur placé aujourd'hui au cœur de défis sans précédent. Hein. On est vraiment au cœur de cette révolution, de cette transition écologique. Les transports, c'est 27% des émissions de CO2. Donc l'automobile est aujourd'hui, on va le dire, hein, c'est diabolisé beaucoup, hein, et notamment par toute l'évolution des réglementations, etc. Donc nous, on est au cœur de ça. On a des défis sans précédent à relever. Et donc, c'est ce qui fait que, avec tout l'engagement depuis de nombreuses années sur ces sujets, on a vraiment décidé de placer au cœur de notre raison d'être, en effet, le sustainable. Donc, la raison d'être, c'est en effet rendre accessible au plus grand nombre cette mobilité durable, et en associant vraiment le durable et le accessible à tous. On voit à quel point les deux sont liés à travers des crises, hein, comme les gilets jaunes, etc. Donc voilà. Donc des métiers qui sont plutôt du côté du problème, hein, considérés comme étant du côté des problèmes. Mais la réalité, c'est que nous, on considère, quand on regarde nos métiers, c'est qu'on doit avant tout se placer du côté des solutions. Quand on entretient un véhicule, on permet à nos clients de réduire l'impact de sa mobilité, quand on va lui proposer des solutions alternatives, des vélos, etc. Donc on a fait en fait de ce combat pour rendre accessible la mobilité la ligne stratégique de tout cet écosystème d'entreprise. Et donc avec 2 axes majeurs qu'on appelle nos 2 totems. C'est d'abord réduire l'impact de nos propres activités. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc là-dessus, on s'inscrit dans le cadre de la trajectoire des accords de Paris. Et donc, on s'est fixé comme objectif de réduire notre empreinte carbone de 5% par an. C'est pas simple, hein. En gardant des modèles à ISO, c'est pas simple. On en reparlera après, je pense, dans la transformation des modèles. Et puis, le deuxième enjeu, et donc là, c'est vraiment d'agir pour nos clients, pour leur permettre d'avoir une mobilité plus vertueuse. Et donc, on a un cap stratégique qui est le développement de ce qu'on appelle notre chiffre d'affaires à impact positif. Donc, on a développé un référentiel pour dire c'est quoi
du chiffre d'affaires à impact positif avec toute une série de critères. Et donc, le but, c'est en effet d'augmenter sensiblement la part de ce chiffre d'affaires positif, à impact positif, qui est pour nous aussi le chiffre d'affaires du futur, parce qu'on considère que tout ce qui ne sera pas du chiffre d'affaires à impact positif d'ici quelques années, de toute façon, n'aura pas de débouché. Donc, c'est vraiment un enjeu de transformation des modèles de chaque entreprise, de se dire qu'on agit au niveau de notre offre, de ce qu'on va proposer demain aux citoyens en matière de mobilité, pour que cette mobilité soit décarbonée, vertueuse, etc. Et donc, c'est vraiment la ligne stratégique de l'entreprise, c'est le fer de lance, et c'est ce qui donne lieu ensuite au déploiement des feuilles de route à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'offre, au niveau de la supply, voilà, à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, c'est un indicateur intéressant. Donc, on passerait presque des indicateurs de type croissance rentable à ceux de croissance durable ou à impact positif. Absolument, et c'est vraiment le pilotage. Donc on a 2 nouveaux KPI en fait, qui nous permettent de piloter le développement de cette transformation à partir de critères, de critères carbone et de critères impact positif. Intéressant, pourvu que ça fasse école un peu partout. Alors Philippe, on va passer dans l'univers du textile, qui lui aussi n'est pas neutre. Est-ce que ce n'est pas une vision tout entière du développement produit qui change à l'aune des démarches RSE finalement? Parce qu'avant même le sourcing, il y a le design, il y a les produits. Voilà. En quoi consiste ce qu'on appelle aussi l'éco-conception? Beaucoup de questions, mais... Ouais, en fait, le problème d'un retailer qui prétend mettre des produits sur le marché, c'est que par construction, il va émettre beaucoup de carbone. Dans le bilan de carbone, comme une entreprise comme La Redoute, l'essentiel de cette empreinte vient de la production des produits que nous mettons sur le marché, que nous designons. Donc c'est notre première responsabilité. Quand on a cette ambition, il faut prendre aussi la responsabilité qui va avec. Alors ça, c'est vrai pour La Redoute, c'est vrai pour tout un tas d'acteurs, évidemment. Pour prendre le sujet à la base, il ne faut pas se dire on va arrêter de vendre, parce que ça serait facile, évidemment. Et donc, du coup, il faut revoir toute la chaîne de toute l'approche sur le développement produit, de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est un mot qui existe depuis longtemps. Je pense que le premier point là-dessus, c'est que dans les dernières années, sur les dernières tendances, à mon sens, c'est que tous les acteurs de cette conception produit se sont naturellement convertis à cette cause de la RSE. C'est-à-dire, finalement, moi, je me rappelle, il y a peut-être une dizaine d'années, les stylistes étaient assez peu... ce qu'elles mettaient en avant ou ce qu'elles privilégiaient, c'était surtout leur idée créative. Aujourd'hui, elles ont intégré l'éco-conception, le choix des matières, par exemple, et les modes de confection, comme un élément constitutif de leur démarche créative. Donc ça, ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes force de proposition pour trouver des produits qui sont plus vertueux, finalement, à la base. Donc ça, c'est une évolution très importante sur nos métiers. C'est vrai aussi, puisque nous, on fait beaucoup de meubles, c'est vrai aussi sur les designers qui vont chercher les bonnes essences de bois, qui vont chercher les bons modes d'assemblage, qui permettent, par exemple, de faciliter le recyclage et le tri à l'issue. Vous voyez, une pièce de vêtement, c'est compliqué à réutiliser parce que une fois que vous l'avez récupéré, il faut trier les différents composants, le métal du tissu, etc. etc. Donc voilà, la manière dont on conçoit le produit est essentielle dans cette conception intime, également dans les choix des matières, je le disais, matières recyclées, beaucoup. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus de matières recyclées. Nous, c'est 100% de nos collections textiles qui, à l'horizon de l'automne-hiver 2022, intégreront au moins une composante vertueuse d'un point de vue recyclage et recyclabilité. Donc c'est quand même des éléments, des efforts très sensibles. Donc il y a des objectifs très concrets, oui. Avec des dates. Et exactement. Ça c'est important aussi, on en reparlera sur se fixer les objectifs en la matière et les tenir surtout. Alors Vincent, la production est aussi en cause. Je sais que tu accompagnes pas mal de retailers dans ces démarches. Comment est-ce qu'on peut produire pour moins polluer et surtout ne pas jeter? Alors, je pense qu'il y a un point qui est important de bien cerner, c'est parce qu'on peut avoir aussi des questions sur la consommation. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à moins consommer ou consommer autrement? Et quand on regarde finalement les différents impacts, on peut à la fois moins éviter d'acheter, éviter de consommer. On peut aussi renoncer, éviter, renoncer. On peut réutiliser. Et puis, on peut également recycler à la fin. Sachant que la première partie, qui est de consommer moins ou d'éviter de consommer, ça, c'est une décision de citoyen. En fait, c'est une décision qui appartient à chacun. Et aller faire changer des millions
voire des milliards de citoyens, puisque ça concerne le monde entier, ça va être assez compliqué. Donc ça, c'est difficile. Puis qui peut se permettre de dire ça à ses clients, comme disait Philippe tout à l'heure, je ne vais pas vous dire de déconsommer, je vais peut-être vous dire de consommer mieux, mais voilà, il y a aussi le message et la pédagogie. Exactement. Et à l'inverse, parce que tu prenais l'exemple du recyclage sur le meuble, le recyclage, c'est un process qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement complexe. En plus de ça, si c'était mal pensé à la conception, on n'arrive pas à le faire. Et donc la clé est au milieu, en fait. La clé, elle est dans la capacité à réparer, réutiliser de manière à ce qu'on entre dans un cycle durable. Alors c'est facile à dire, c'est un peu plus difficile à faire. Je pense que l'automobile en sait Bénédicte me parlerait aussi des stratégies pour encourager les clients Mobivia à l'évitement. C'était un terme que vous aviez utilisé. Ça consiste en quoi alors de votre côté? Oui, bah alors, en fait, le levier évitement, moi je disais, on a construit notre stratégie autour de 2 axes. Il y a la réduction de notre propre empreinte et ensuite il y a la manière dont on va pouvoir accompagner nos clients pour les accompagner. Et donc les accompagner, donc c'est un levier, nous on suit une méthodologie qui s'appelle la Net Zero Initiative, donc, qui est structurée en effet autour de 3 piliers. Le pilier B, c'est le pilier de l'évitement. Et donc l'évitement, ça nous appelle à inventer, à trouver des produits et des services qui vont leur permettre de réduire leur... Donc je parlais tout à l'heure, évidemment, l'entretien. Donc on a développé depuis plusieurs années un service qui s'appelle Éco-Performance, qui est vraiment précisément axé sur le fait de remettre des véhicules en circulation, parce que les véhicules sortent à un certain niveau d'émission. Tout au long de la vie du véhicule, mais forcément, le niveau d'émission se dégrade. Donc, on a un vrai rôle à jouer pour permettre de remettre le véhicule à son niveau d'émission d'origine. Donc, typiquement, c'est ce type de service. Ça peut être des services comme l'installation de boîtiers éthanol, par exemple, sur des véhicules. Sur l'automobile, on parle de plus en plus de rétrofit. Donc, comment, à partir du parc existant, justement, on permet à nos clients d'avoir un impact carbone réduit de leur mobilité. C'est la même chose quand on va les accompagner pour leur proposer des solutions alternatives aussi de mobilité, comme le vélo. Par exemple, le vélo assistance électrique, c'est prouvé comme étant une solution de substitution idéale pour de nombreux automobilistes. Donc, en travaillant en fait sur toutes ces alternatives, et c'est notre mission d'accompagner nos clients. Hein. C'est ce qu'on évoquait. On ne peut pas obliger nos clients et les citoyens à être vertueux, mais on peut aussi, et c'est notre mission de leur proposer des solutions. Tu veux conclure là-dessus? Ouais, je voudrais donner 2 chiffres. Le premier, c'est sur le recyclage, enfin des chiffres autour du recyclage. Prenez le cas de l'aluminium. L'aluminium, c'est recyclable à 100%. C'est vraiment une matière extraordinaire. On peut le recycler à 100%. Et une canette d'aluminium, sa durée de vie entre le moment où on la fabrique et le moment où elle sort complètement du circuit, c'est 3 mois. Imaginez, on a 1 tonne d'aluminium, on fabrique des canettes. Sur des cycles de 3 mois, au bout de 4 ans, si on en recycle que 70%, on va se dire c'est génial, 70%. Je recycle 70%. Combien il reste de cette tonne d'aluminium au bout de 4 ans? Il reste 3 kilos. 3 kilos. Rien. Il reste rien. Donc c'est un calcul mathématique. On fait 0,7 puissance 16 sur les 4 ans. Si on monte à 90%, il reste 180 kilos. Si on monte à 95%, il reste 440 kilos. Donc on en a perdu la moitié, même si on recycle à 95% l'aluminium. Donc ça permet de mesurer en fait la complexité à aller penser ce recyclage en amont. Et alors qu'on pense que c'est 95%, c'est génial 95% de recyclage, ben non, on en perd la moitié en 4 ans. Effectivement, ça laisse à réfléchir. Alors côté distributeur, on n'a pas forcément la main sur la production. On vient de parler de la production. Par contre, on a la main sur son métier de distributeur, de retailer. Quelles sont les priorités pour réduire l'empreinte carbone en tant que distributeur? Et on peut imaginer qu'il y a les sujets de logistique, de transport, d'emballage. Et justement, alors, cet enjeu chez Mobivia, ça se traduit comment au niveau de la chaîne de valeur, Bénédicte? Alors, comme ça a été évoqué, chez nous, en effet, 70% de l'empreinte carbone de nos activités, c'est le produit. Donc, en tant que distributeur, c'est ce que vous évoquiez. Bon, je dis, les produits, on les achète. Comment agir déjà? Parce que c'est le levier majeur sur lequel il nous faut agir. Donc là, on a matière à agir avec nos fournisseurs et de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qu'on développe. D'abord, on a matière à agir en sélectionnant les bons produits. Donc, on a ce levier-là.
Et ça, c'est un véritable enjeu pour toutes les équipes produits. C'est de dire, entre différents produits qui vont répondre à un même besoin, on fait en sorte de répondre et dans les cahiers des charges, de poser la question de l'impact des produits. Donc ça, c'est déjà un levier très important. Le deuxième, c'est la coopération avec les fournisseurs, parce que même si en effet on achète des produits, bien souvent on a aussi matière à coopérer. Ça peut être sur les emballages. On évoquait l'impact de l'emballage. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé en formant toutes les équipes produits à l'éco-conception. On les a formées de manière à ce qu'elles soient en capacité justement de rédiger les bons cahiers des charges qui vont bien, donc réduction des emballages, du plastique, etc. Et puis, en effet, il y a d'autres leviers. Donc, vous évoquiez le transport. Le transport, donc, chez nous, c'est à peu près 10-15% en fait, d'impact. Donc là, sur la logistique, en effet, il y a vraiment de gros enjeux et il y a tout un travail qui a été fait. Alors, on avait beaucoup travaillé sur le fluvial. Au niveau de Mobivia. Notre entrepôt central a été transféré, donc maintenant il est à Main-sur-Loire, au sud d'Orléans. Là, c'est plus compliqué et donc on retravaille sur plus du ferroviaire, plus toute la partie aussi transport, y compris routier, mais en travaillant avec l'ensemble des prestataires pour réduire l'impact carbone. Donc ça, c'est un gros levier également. Après, ce que je voudrais dire, c'est que, à tous les niveaux de la chaîne de valeur, en effet, on fait en sorte d'agir. Mais il y a un point majeur, et ça, on s'en rend compte quand on travaille notre trajectoire bas carbone, puisqu'on a travaillé dans le cadre de nos objectifs à 2050, 2030, cette trajectoire bas carbone. On se rend compte que si on ne change pas de modèle, et que si on raisonne à ISO en se disant on continue de faire le même métier de retailer, on vend des produits, etc., en fait, ça ne fonctionne pas. Et la trajectoire, on ne l'atteindra jamais. Et pour ça, je disais 5%, en fait, ça paraît assez facile à atteindre, mais en fait, c'est très compliqué. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même on a la chance d'être dans des entreprises qui sont en croissance. Donc, il y a aussi le sujet de dire est-ce qu'on raisonne à ISO en intensité par euro de chiffre d'affaires ou est-ce qu'on raisonne en absolu et la responsabilité aujourd'hui des entreprises en contribution aux défis planétaires, c'est quand même de s'inscrire en valeur absolue. Donc c'est là où on a vraiment des enjeux de transformation. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a placé aussi au cœur de notre stratégie chez Mobivia. Donc je disais historiquement, on a beaucoup travaillé sur les filières de recyclage de tous les déchets issus de l'automobile. Là, aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans cette logique circulaire. Peut-être que certains ont vu passer l'information. Donc, on a notre propre filière pneumatique depuis des années de recyclage du pneumatique. Elle était sous-traitée au niveau de la valorisation, etc. Là, en juin dernier, on a décidé d'investir donc, sur le site de Bridgestone à Béthune pour créer un site complètement dédié aux pneus de réemploi. Donc, en fait, les pneus qui auparavant étaient transférés chez des industriels, etc. Donc là, il y a toute une partie qu'on transfère sur l'usine de Béthune pour en faire vraiment des pneus reconditionnés. Donc, il y a un marché qui en est assez balbutiement. Un back market du pneu. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que sur des produits comme l'automobile, pour l'instant, ce n'était pas le cas, ça n'existait pas. Et bien sûr, des produits comme le pneumatique, comme la batterie, on évoquait l'aluminium. Une batterie, aujourd'hui, on peut en faire d'une batterie 100% recyclée. Alors, ce n'est pas sur 100% des batteries, mais il y a déjà au moins 30% des batteries qu'on peut totalement recycler, en faire des batteries régénérées. Donc nous, on considère que justement, c'est dans notre raison d'être et c'est dans notre mission d'accompagner ces mutations pour pouvoir proposer à nos clients des produits à impact avec des modèles complètement différents. C'est pareil pour la location des produits, pour le fait de pousser nos clients à aller non pas sur la propriété des produits, mais aller vers de l'usage, c'est l'économie de la fonctionnalité, aller vers des produits d'occasion, etc. Et donc ça, on l'a mis au cœur des transformations, et y compris d'ailleurs dans l'accompagnement et l'investissement dans des nouveaux modèles et des startups. Donc chez Mobivia, on a une activité qui s'appelle Nouvelle Mobilité, qui est dédiée à l'accompagnement des startups qui vont inventer les modèles de demain, justement pour contribuer à inventer. Et c'est là où on est sur des enjeux de transformation et de pérennité de nos entreprises et non pas sur la fameuse cerise que vous évoquiez tout à l'heure, Michel. Alors, effectivement, on voit énormément de startups et le sujet devient aussi central côté startup. Il y a énormément d'innovations autour de ces sujets-là qui vous permettent à vous d'être accompagnés par des gens de techno très innovants. On va repasser à la mode avec Philippe. Alors, c'est vrai qu'il y a des initiatives chez La Redoute, comme la reboucle sur la seconde main dont parlait Bénédicte, où
qui rend visible une sorte de démarche durable, mais pour des raisons propres à votre modèle de base, hein, qui est quand même la mode accessible, vous n'avez pas pu mettre le durable dans votre ADN. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, finalement, que si vous n'avez pas ça dans votre ADN, comme des gens comme le Sleeve français? Alors effectivement, nous, on n'est pas natif du durable, on est bien plus ancien. Comme on le disait tout à l'heure sur l'aspect développement du produit, on peut se soigner quand même, on peut faire bien mieux et on peut quand même être plus durable qu'on ne l'a été. Donc ça, c'est un vrai sujet d'amélioration. On part d'un peu loin, mais il n'y a pas de raison de pas gagner beaucoup de marge de manœuvre. Et après, sur notre métier purement de distributeur, de e-commerçant, on peut agir à quasiment toutes les étapes finalement du parcours client. Déjà dans la sélection des produits qu'on propose, comme on le disait à l'instant, nous on va chercher à évaluer la démarche positive RSE des marques, et dans le temps, une fois qu'on saura bien la mesurer, on choisira évidemment plus fortement les marques qui sont les plus engagées. Et au sein de ces marques, on va chercher les produits qui sont déjà engagés, qui sont déjà certifiés quelque part vertueux pour cette question de RSE. C'est la démarche Go for Good que l'on suit d'ailleurs de concert avec le groupe Galeries Lafayette. Donc on peut déjà agir sur l'assortiment. On va agir au moment du choix du client, en lui poussant, en lui expliquant bien, parce que ça je pense que c'est quelque chose de très important, c'est l'explication de quels sont les produits vertueux. Pour l'inciter à choisir les meilleurs. C'est assez basique, mais en tant que commerçant, on se doit d'avoir un conseil de ce type. Donc ça, c'est vraiment l'UX du site, hein, c'est mettre en avant les attributs des produits les plus vertueux. Il y a des codes couleurs, des labels, quoi. Exactement, il y a des labels, on met en avant, et puis dans le merchandising, dans les choix délibérés de ce qu'on promeut, tout simplement. On a beaucoup de choses à faire autour du retour, hein, on le sait, dans le e-commerce, la question du retour pèse dans le bilan carbone. Surtout dans la mode. Voilà, exactement. Donc là, on a tout un tas de démarches qui visent à ce que le client trouve le bon article tout de suite, hein. C'est la question du sizing. Donc là, vous parliez de start-up. Il y a un certain nombre de start-up qui nous aident à trouver la bonne UX au moment du choix du check-out pour que le client trouve le bon produit sans avoir à le retourner. Il y a la question du dernier kilomètre, évidemment, dans le e-commerce, qui est le point essentiel. Il faut avoir en tête que finalement, il suffit d'utiliser des modes de distribution qui sont plus vertueux que d'autres, y compris là-dessus, et de l'expliquer au client. Donc, par exemple, quand vous passez par la Poste, basiquement, la Poste est carbone neutrale, donc c'est en soi déjà un sujet, enfin une voie plus vertueuse qu'une autre. Nous, on a évidemment notre filiale qui s'appelle le Relais Colis, donc le modèle même du point de retrait qui est plus vertueux basiquement qu'une livraison à domicile et qui lui-même a ses propres enjeux d'optimisation carbone de la distribution du dernier kilomètre. Donc on peut agir sur tous ces sujets-là, notamment en informant le client pour qu'il puisse faire le bon choix, le bon geste finalement dans son parcours client. Et je crois que le point que vous citiez au début, c'est que en premier lieu la réutilisation, et on l'a redit tout à l'heure, c'est le point majeur. Alors que c'est peut-être pas de la déconsommation, mais en tout cas c'est une consommation plus responsable. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche aussi de promouvoir le C2C pour prolonger finalement la durée de vie des produits, qui est la base finalement de l'économie d'impact carbone pour la planète, c'est clair. Effectivement, et on peut rappeler d'ailleurs que les points relais, les relais colis ont été inventés en France. Oui, par la Redoute. Par la Redoute. Donc, je disais, c'est une longue histoire, cette entreprise. Et effectivement, la Redoute, c'était surtout pour lutter contre les mouvements sociaux à la Poste. Mais c'était visionnaire, puisqu'en fait, aujourd'hui, avec l'avènement du e-commerce, c'est quand même à la base un modèle très vertueux qui, finalement, quand on regarde l'empreinte carbone du dernier kilomètre, il est probable que le e-commerce soit moins coûteux que le retail lui-même, puisque si on ajoute le coût de déplacement des clients vers les magasins, il y a tout un tas de méthodes, donc on ne rentrera pas dans la polémique, mais en tout cas, ça peut être un modèle vertueux que ce point de retrait. Et puis le retail britannique nous a amené aussi le click and collect, qui a une tendance de développement très très forte en ce moment. Alors Vincent, quand on a échangé, tu as parlé de transformation systémique, je te cite, pour les distributeurs qui veulent devenir durables. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je pense que, alors ça, pour ceux qui ont pu faire un peu de process industriel, quand on veut optimiser un process industriel, c'est certainement pas en optimisant chacune des tâches ou chacun des maillons. Et or, le distributeur en tant que tel, mais je pense que c'est ce que tu évoquais, Bénédicte. Le distributeur, c'est un élément, il distribue.
Or, en amont, il y a de la fabrication. En aval, il y a tout le cycle aujourd'hui, soit de recyclage, soit de réutilisation, de réparation, etc. Et donc, si on va avoir des modèles qui sont optimisés sur la durabilité, il faut les traiter forcément, il faut les traiter verticalement sur l'intégralité de la chaîne. On ne peut pas y échapper. D'ailleurs, c'est intéressant et c'est là où on voit que c'est une vraie transformation. On a souvent parlé de transformation digitale. Alors moi, j'ai une conviction, c'est qu'elle n'existe pas. Parce que le digital, c'est un moyen, ce n'est pas le déclencheur de la transformation. Alors que les contraintes écologiques, les contraintes de durabilité, ce sont des déclencheurs. Et les moyens à mettre en œuvre derrière pour réussir ces transformations, pour y répondre à ces contraintes, sont multiples. Le digital en est un, mais il y en a plein d'autres. Et donc, dans la manière de penser, on est obligé de repenser le modèle globalement. Et alors, on pourrait y revenir, mais le modèle de l'automobile est super intéressant sur la façon qu'il va falloir le repenser dans le basculement que l'on a vers l'électrique, parce que ça change tout. Et la vitesse à laquelle c'est en train de basculer, on le voit peut-être un peu moins en France, mais j'ai un ami de chez Mobilia qui me disait, dans les pays nordiques, ils sont passés à, aujourd'hui, 20% du parc est déjà électrique, 80% des nouvelles voitures vendues sont électriques. Donc dans 5 ans, on est tout électrique. Et ça change tout. En fait, sur ce point-là, c'est la réglementation qui a accéléré en France. Chez les Nordiques, c'était plus parti d'une approche citoyenne. Là, l'accélération, elle est liée au fait que, de toute façon, il n'y aura pas le choix. À 2030-2035, le thermique n'est plus autorisé en Europe. Donc Puis il y a d'autres moyens d'y parvenir. Regardez la Chine. À Shanghai, tout est électrique parce qu'il y a une surprime pour acheter une voiture à essence. Donc il y a des moyens de taxation, de législatif et autres, mais c'est vrai que c'est mieux si ça vient du cœur et de le faire soi-même. Alors la RSE, c'est beaucoup de sujets. C'est pas que l'écologie ou la sauvegarde de la planète. Côté sociétal, est-ce que le retail a un rôle à jouer, des positions à prendre ou pas? Bénédicte, quand on a échangé, vous m'avez dit que vous n'aimiez pas le terme RSE. Pourquoi ? Est-ce que les sujets de diversité, tout ce qui est sociétal, c'est pas vous qui vous en occupez? Qu'est-ce que la mobilité inclusive? Alors les sujets en tant que tels, ils sont fondamentaux, hein, mais en effet, on a eu un échange parce que je ne suis pas une fan du mot, de la notion de RSE. Donc RSE, il y a la notion de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu des défis et des enjeux qu'on a évoqués, en fait, on va bien au-delà d'une notion de responsabilité des entreprises. C'est vraiment, pour moi, un enjeu de pérennité et de transformation des entreprises. Ça dépasse la responsabilité. Si on s'en tient juste à la responsabilité, en effet, on reste dans une approche presque un peu en silo, comme ça a malheureusement souvent été porté avec la notion de RSE. Souvent, c'était le truc à côté, hein. Il y avait la stratégie de l'entreprise et puis il y a la RSE. Donc, pour moi, au vu de tout ce qu'on a évoqué, on voit bien que de plus en plus, c'est complètement intégré à la raison d'être des entreprises. Donc, on est sur des enjeux de transformation durable des entreprises. Après, cette transformation durable, elle embarque en effet les enjeux environnementaux, elle embarque des enjeux sociaux et sociétaux. Et je reprendrai volontiers la notion de systémique. Je pense que sur tous ces enjeux-là, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier en fait l'environnemental, le social. Je vais revenir à l'exemple de la crise Gilets jaunes sur la mobilité. On voit bien que quand on veut, c'est vrai au niveau de beaucoup de réglementations environnementales aujourd'hui, on voit bien que quand on veut pousser le curseur sur l'environnemental, mais qu'on n'embarque pas le social, c'est juste pas possible. Donc en effet, cette dynamique-là en tant que telle est majeure. C'est ce qu'on a inscrit dans notre raison d'être en associant le rendre accessible la mobilité durable, mais à tous. Donc en effet, on a des initiatives, et notamment des initiatives, y compris business, hein, pour développer des solutions pour les personnes qui sont les plus en précarité ou frappées de handicap, etc. Après, en effet, quand on va parler du sujet, je pense que vous voulez évoquer les sujets de diversité, de parité, etc. Nous, évidemment, on les embarque comme toutes les entreprises, mais ça fait plus partie de la dynamique de RH, en fait, hein, mais qui est embarquée par l'entreprise, mais pas au titre de cet enjeu de RSE. C'est intéressant de voir aussi que historiquement, les sujets RSE étaient souvent sous la coupe des RH au tout début. Enfin, ça a souvent été associé au RH assez naturellement.
Maintenant, c'est un sujet Oui, à part entière avec des dirigeants à part entière dédiés à cette fonction-là. absolument, Ah. absolument. Alors à la Redoute, il y a une partie de l'ADN en fait qui a accompagné des mutations sociales, hein, et sociétales. Vous nous direz ce qui a été fait pour les femmes. Moi, j'étais étonné de cette information-là. Moi, j'ai noté aussi que vous avez de nombreux engagements locaux. Hein. Vous êtes tous les 3 Lillois d'ailleurs. Je suis ravi de vous avoir en tant qu'événement nordique, mais des exemples d'initiatives sur l'égalité des chances. Par exemple, c'est des dons de vêtements ou d'uniformes à des écoles comme Espérance Banlieue, l'Accordé ici à Roubaix, des implications de salariés bénévoles et tas d'autres. Vos engagements, quels sont-ils au-delà de l'engagement développement durable? Alors, sur l'aspect sociétal, je ne sais pas si c'est de la RSE ou pas, en tout cas, c'est une question de conviction d'hommes et de femmes, en fait. Quand vous êtes né dans le quartier de Roubaix où est née la Redoute, qui doit son nom d'ailleurs du nom de l'endroit, vous ne pouvez pas agir sans prendre en compte que ce terroir est très particulier d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue plein de choses sociologiques, tout ce que vous voulez. C'est quand même une des communes les plus pauvres de France. Agir là en fermant les yeux à cela, c'est en tout cas pour nous, ça nous paraît inconcevable. Donc l'ancrage local, c'est déjà un engagement fort. Je rappelle qu'en 2014, quand on a repris l'entreprise, une logique économique aurait été de ne pas rester là. Parce que quand vous réfléchissez, quand vous êtes e-commerçant, avoir votre entrepôt principal dans cet endroit de la France, c'est pas normal, si vous voulez. Hein. Clairement, vous avez un meilleur barycentre à trouver. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc dans l'engagement, c'est s'ancrer et rester dans le terroir d'origine. Et deuxièmement, d'autres raisons, c'est que Roubaix, pour tout un tas de métiers aujourd'hui archi nécessaires, indispensables au développement d'une entreprise e-commerce, c'est pas totalement attractif en termes de bassin d'emploi et d'attrait. Hein. Quand vous allez chercher des data scientists ou des stylistes, ce n'est pas forcément à Roubaix que vous allez les trouver le plus facilement. Donc ça, c'est juste une question de conviction personnelle des dirigeants, de se dire, nous, on doit agir là où on est né, et on n'a pas en tout cas, c'est une conviction propre qui se discute, mais en tout cas, c'était la nôtre. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on reste là, il faut qu'on agisse aussi pour aider autour de nous, tout simplement, et avec un deuxième principe qui est, on doit aussi inciter ou permettre à nos collaborateurs d'agir. Ils viennent travailler dans ce quartier, ils peuvent aussi aider à l'égalité des chances, à faire du mécénat de compétences. Et il est inscrit maintenant dans notre... les salariés ont le droit de passer une journée par an, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, pour s'engager au profit d'une association locale. Et on a une association inter-entreprise qui s'appelle Solidarité, qui crée ces passerelles, qui crée ces possibilités pour les employés de s'engager. Donc ça, c'est très concret. Les causes que l'on défend derrière tout ça, c'est l'égalité des chances, vous l'avez dit, pour la raison qu'on comprend de la nature du territoire où on est installé. C'est la cause des femmes, parce qu'on a une dirigeante, Nathalie Bala, qui est très engagée là-dessus, et on est très engagé auprès de Solfa, qui est une grosse association locale qui vise à œuvrer pour les femmes maltraitées. Et on a formé nos équipes. On a, par exemple, comment reconnaître qu'une femme est potentiellement maltraitée chez elle alors qu'elle est employée chez vous. C'est quand même pas trivial, donc nos RH ont été formés à essayer de détecter ça. Il faut savoir qu'au passage, une femme sur 10 est victime de maltraitance, hein, donc c'est quand même une statistique énorme, donc il est probable que dans les équipes, il y en ait. Voilà, donc c'est des actions assez concrètes comme ça, qui viennent beaucoup d'engagement finalement des uns et des autres, que ce soit les dirigeants, mais aussi beaucoup les salariés. Finalement, on est une communauté qui peut s'engager à œuvrer localement, et c'est vraiment notre motto, c'est d'agir localement, parce que c'est à notre dimension, c'est là où on est, et on ne va pas à l'autre bout de la planète pour aider. On le fait là, il y a suffisamment de besoins. Voilà un petit peu ce qu'on a voulu faire à travers cette association Solidarité. C'est une petite entreprise, une ESS, hein, parce que nous, les entreprises finalement donnent des surstocks, l'association les valorise, crée du cash à partir de ça, et peut réinvestir avec des associations locales sur des projets de développement ou d'aide locale dans lesquels les employés s'impliquent. Vous voyez, c'est une espèce de boucle vertueuse qui est très sympa et très gratifiante, parce que ça engage vraiment les salariés et sans être trop avec des arrière-pensées. Clairement, ça augmente l'engagement des salariés au profit de l'entreprise. Donc on peut aussi dire que ça rejaillit sur la stratégie d'ensemble. Voilà.
Et ça améliore la satisfaction au travail, ou ce qu'on appelle la qualité de vie. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, Vincent, sur la fameuse QVT, la diversité, tous ces sujets, est-ce que c'est, dans ce que tu observes chez les retailers avec qui tu travailles, des postures ou une réalité? Est-ce que aussi c'est le rôle des retailers de se positionner sur les politiques sociétales, donc de faire des choix politiques? Alors, je pense que d'abord, on est dans une région qui a une culture un peu paternaliste, qui est assez ancienne, et qui n'est pas forcément mauvaise, hein, telle que ça a été fait. C'est dans le Nord, par exemple, qu'a été inventé le 1% logement à Roubaix par les patrons roubaisiens, avant que ça ne devienne obligatoire avec le CNR après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'avant tout, c'est d'abord une affaire, je ne pense pas que ce soit propre aux retailers, c'est d'abord une affaire de conviction personnelle et surtout pas d'un truc qu'on met à côté, parce que si on revient sur le terme de RSE, et je voudrais pas choquer ceux qui sont en charge de la RSE dans les entreprises, mais ça a été pendant quelques temps la personne qui était peut-être un peu coucou les petits oiseaux, un peu humaniste, et puis qu'on mettait sur le côté, puis on lui donnait un truc à manger, quoi. Et ça, c'est fini. C'est fini. Mais ça existait. Et on leur demandait d'aller faire le rapport RSE, en gros, et puis basta. Donc je pense que l'élément essentiel, c'est de le mettre au cœur du modèle, et que ce soit une conviction portée. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, bon, je connais un petit peu Nathalie, c'est plus qu'une conviction. L'engagement qu'elle prend vis-à-vis des femmes, de la confiance qu'elles ont à s'engager, etc. C'est une des plus grosses tweeteuses de France, pour vous dire. Elle utilise le digital, mais elle tweete en permanence sur ce type de thématique. Donc, c'est aussi un porte-parole, mais c'est évidemment utile d'avoir ce type d'engagement, qui est quasiment de l'engagement politique à ce niveau-là. Ah bah, clairement, elle est très, très engagée. Il y a une autre entreprise qui est très engagée, je pense, sur le sujet, c'est Boulanger, dans la région. Il y a un engagement extrêmement fort. Alors, il y a aussi un adage de la région qui est le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc, on n'est pas non plus ceux qui en parlent le plus. Mais néanmoins, la région est très, très engagée. Pour le coup, Boulanger, je trouve que c'est assez admirable tout ce qu'ils font. Absolument. On avait sur le domaine. Sur la dernière édition. Alors, on va conclure sur les questions quand même économiques, parce que durable et rentable, est-ce que c'est possible? Qui paye l'addition? Est-ce que c'est le client? Comment est-ce qu'on finance tous ces efforts? Quels sacrifices, quelles concessions faut-il faire? Voilà. Est-ce que le client, finalement, on revient souvent sur cette expression, il doit choisir entre la fin du mois ou la fin du monde? Et Bénédicte, je voudrais vous demander justement ce passage à un modèle durable. Est-ce que ça implique une gouvernance nouvelle? Est-ce que ça implique des sacrifices? Créer des rôles aussi spécifiques comme le vôtre sur le sujet, c'est une bonne base. Mais comment est-ce qu'on fait vraiment bouger les lignes? Alors, je pense que Vincent vient de donner, pour moi, en tout cas, une partie de ce que je pense profondément. C'est que d'abord, la première chose, il faut que ça soit vraiment porté au plus haut niveau de l'entreprise, à commencer par le président, le conseil d'administration qui doit vraiment porter le sujet. Aujourd'hui, on voit naître des comités développement durable issus du conseil d'administration. C'est ce qu'on a créé chez Mobivia depuis 2 ans maintenant. Donc, on est vraiment challengé par le conseil d'administration sur les avancées, sur la dynamique, sur concrètement les résultats sur ces sujets. Il faut aussi que ça soit embarqué à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, c'est pas la question d'un poste, d'une fonction, etc. Si c'est juste un poste, une fonction, ça peut pas fonctionner. Donc, il y a vraiment cette nécessité que le sujet soit embarqué à tous les niveaux de l'entreprise. Alors après, en effet, le rôle de la fonction direction du durable et développement durable est important, mais plus sous l'angle en fait d'une fonction aiguillon, d'une fonction d'animation, de coordination, vraiment d'animation de l'écosystème pour, en effet, nourrir, challenger l'ensemble des équipes. Il y a une notion qui est de plus en plus importante, c'est tout ce qui est expertise aussi, parce qu'en fait, on voit que de plus en plus, on est sur des sujets de plus en plus pointus. Là où, en effet, il y a quelques années, comme vous l'évoquiez, parfois dans les entreprises, bon, c'était... C'était le premier qui lève la main. C'était, voilà, un peu. Aujourd'hui, on est vraiment sur des fonctions de plus en plus d'expertes. Et en tout cas, la direction développement durable doit vraiment faire en sorte de s'assurer qu'il y a les expertises autour de la table pour accompagner l'ensemble des équipes. On a parlé des sujets carbone. Typiquement, un sujet carbone, c'est un sujet d'experts. On voit émerger tous les sujets de biodiversité
de plus en plus dans les entreprises, on va avoir besoin d'experts sur ces sujets-là. Tout ce qui est finance durable, on voit bien de plus en plus dans les équipes financières, il nous faut un rapprochement entre le financier et l'extra-financier. On parle de plus en plus de comptabilité intégrée, triple capital, etc., de monétisation du prix du carbone. Donc tout ça va demander dans les entreprises, en effet, d'avoir des compétences spécifiques là-dessus. Et puis j'ajouterai un dernier élément qu'on n'a pas évoqué, qui est l'importance, avec tous ces défis de plus en plus croissants pour tous les secteurs, donc les entreprises, mais aussi les secteurs, en fait, on change d'échelle. Et donc, les entreprises, à mon sens, ne peuvent plus agir toutes seules, indépendamment les uns des autres. Il faut qu'il y ait des dynamiques de filière. Et donc, moi, j'avoue que là, c'est vraiment un combat, non seulement une conviction très forte, mais un engagement très fort que j'essaie de porter au sein de Mobivia et plus largement dans la filière des services à l'automobile. Donc, on a pris, alors, ça fait partie, je pense aussi, quelque part de la mission des entreprises, de porter des plaidoyers, surtout peut-être quand elles ont une petite longueur d'avance, c'est d'avoir cet effet d'entraînement. Et là aussi, je rebouclerai avec une phrase que j'ai retenue que m'avait dit Éric Derville à l'époque, qui me disait mais il n'y a pas d'entreprise pérenne quand l'ensemble, en fait, y compris de ses concurrents et de la filière, n'est pas elle-même pérenne. Et je pense que le plus gros risque pour les entreprises aujourd'hui, c'est finalement d'avoir une disparition de leurs concurrents. Et nous, dans la filière automobile, on se rend bien compte que là, il faut qu'on agisse aussi pour dynamiser cette filière. Il y a des tas de métiers qui se voient comme des métiers qui disparaîtront dans le futur. Or, on est convaincu qu'il suffit de changer le regard pour se dire mais comment je réinvente mon métier ? Aujourd'hui, je suis garagiste. Certes, un véhicule électrique, c'est 70% d'entretien en moins, il faut le savoir. Donc, vous imaginez en termes d'évolution de métier, y compris d'impact sur l'emploi, c'est juste considérable. Ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes compétences. Exactement. Donc, il y a des enjeux de transformation, d'investissement énormes. Et donc, nous, on est convaincus que c'est notre responsabilité d'entreprise aussi d'être un aiguillon. Et donc, ce levier-là, il est vraiment important. Ce n'est pas juste regarder à l'échelle de l'entreprise qu'on représente, mais c'est regarder aussi dans l'environnement, dans la filière, dans le secteur. Et je pense qu'on ne peut que se réjouir de voir que cette dynamique, elle est de plus en plus portée aussi par les syndicats professionnels, par les filières. Et voilà. Et donc, en tant qu'entreprise, nous, c'est un investissement qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que c'est un coût pour l'entreprise, que de se dire qu'on s'investit aussi pour embarquer l'ensemble des autres acteurs. Mais c'est quelque chose qui nous paraît fondamental pour opérer ces transformations qu'on ne pourra pas mener tout seul. Et peut-être qu'en effet, si tous les autres disparaissent, on sera peut-être les derniers à disparaître, mais on disparaîtra de toute façon. Donc cette transformation, on a vraiment à l'opérer à l'ensemble de la filière. Et je pense que ça, c'est le rôle, certes, des directeurs de développement durable, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Effectivement. Alors Philippe, il y a un problème aussi, un choix économique à faire quand on est client-consommateur. C'est ce fameux arbitrage entre la fin de mon mois et la fin du monde. En tout cas, est-ce que j'arrive à investir ? Est-ce que c'est le client qui doit payer ? Comment est-ce qu'on peut aider les clients à faire des choix durables ? On voit qu'il y a d'un côté, il y a Vinted qui cartonne. De l'autre côté, il y a Shein qui cartonne aussi. Et les deux modèles sont diamétralement opposés en matière de carbone. Est-ce qu'il faut impliquer le législateur ? Voilà, comment est-ce qu'on peut pousser les consommateurs à faire les bons choix ? Alors, je rejoins tout à fait l'idée de la coalition. C'est la notion de coalition par notre président a lancé le Fashion Pact. C'est à son initiative que la filière textile essaye de se réformer avec des grosses initiatives pour essayer de réduire la facture carbone qui est énorme. Donc ça, c'est un moyen d'action. C'est d'embarquer le maximum d'acteurs qui sont contributeurs sur une filière pour avoir un effet d'entraînement. Donc c'est les marques, c'est les distributeurs, c'est les industriels, etc. Donc ça, c'est la notion de coalition. Et ça, c'est vrai que c'est à la limite du politique et du privé, mais c'est intéressant comme modèle. C'est pas d'un côté le monde privé, de l'autre côté le monde pouvoir public. On est aussi sur des coalitions plus mixtes. Pour ce qui est du consommateur... Là, vous travaillez par exemple avec la région Nord, la région Hauts-de-France. Donc, je reviens sur le point du consommateur. Évidemment, si je prends la mode ou plein d'autres secteurs, on a probablement été tous très mal habitués à payer des produits pas le vrai prix. Enfin, je vais vous le faire simple. Si on réintégrait
le coût de compensation carbone dans les comptes d'exploitation produits, ce qu'on va commencer nous à essayer de faire pour tout simplement sensibiliser ou avoir une autre comptabilité des choses, c'est pas tout à fait la même addition à la fin. Donc le sujet, c'est qu'il va y avoir à la fois ces coalitions à l'œuvre pour essayer de transformer fondamentalement les filières, comme le disait Vincent tout à l'heure, mais ça va avoir quand même comme impact d'avoir des prix qui ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas se leurrer quand même. Donc à un moment, il faudra aussi que nous, consommateurs, on soit prêts, et ce n'est encore pas tout à fait le cas quand on regarde les études d'engagement du consommateur sur les critères de choix, le prix reste très haut. Donc la question, c'est comment on arrive, que ce soit par l'éco-conception, par d'autres biais, à proposer des produits qui ne seront pas tout à fait dans un même rapport, on va dire qualité, impact environnemental, prix. Tout ça va probablement évoluer et nous, distributeurs, on ne peut que essayer de faire discerner aux consommateurs quel est le bon choix. Mais c'est clair que, comme vous le disiez, le fin de mois, fin du monde, c'est quand même une tension qui est extrêmement forte aujourd'hui. Et à l'œuvre dans notre filière textile, par exemple. Voilà, c'est sûr qu'acheter un produit à 3 € subventionné par le gouvernement chinois qui revient gratuitement et qui vous est livré en 24 heures expédié de Chine, vous vous dites, mais comment c'est possible que quelqu'un accepte d'acheter ça aujourd'hui alors que dans le même temps, il va essayer de recycler. Enfin, on est sur des attitudes tout à fait schizophréniques. Donc, je pense qu'il va y avoir une maturité à travers toutes ces coalitions, toutes ces initiatives, tout ce militantisme que l'on voit à l'œuvre à travers les COP et les jeunes générations qui ne sont pas forcément les plus clairs d'ailleurs dans leur choix, mais tout ceci va maturer. Et nous, distributeurs, si je dirais, on ne doit pas prendre part à ce combat un petit peu quand même, de faire émerger les bonnes attitudes et des choses plus mûres et pérennes. C'est vrai que ça nécessite de transformer complètement des filières entières. C'est un vaste défi, pas évident. Il y a des compétences nouvelles, il y a des équilibres. Et quand on est une entreprise quand même encore à but lucratif, pour quelque temps, on a des choix quasiment journaliers à arbitrer entre quel dosage je fais finalement dans le rythme de ma transformation sur ce sujet-là. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je dis, OK, 100% de mes produits passent en coton bio, je ne suis pas sûr que le client il me suive, si vous voulez, parce que c'est quand même plus cher le coton bio, quoi qu'on se dise, c'est plus cher. Donc si je le prends soit dans ma marge, soit je le mets dans mes prix, vous voyez, c'est des choses assez très pratico-pratiques. Donc c'est par pas successifs. On n'est jamais sûr d'avoir le bon rythme. On se trompe certainement, voilà, mais c'est un combat et c'est basé sur la conviction et il n'y a pas de règles, si vous voulez. Je pense que on est en train de tous inventer ces choses-là. Et c'est difficile de se caler sur l'évolution des mentalités. On voyait tout à l'heure que 50% sont prêts à payer plus cher, mais c'est que 50%. Que 50%. Et après, quand vous regardez la chose autrement, si vous dites finalement les moins favorisés, ils y ont droit ou pas ? Parce que c'est quand même un peu plus cher. Donc c'est un vrai dilemme aussi de ce point de vue-là, quelque part. Donc ça me rappelle un peu il y a quelques années, Jean-Paul Mochet pour en parler mieux que moi, sur le bio par exemple. On se disait, mais finalement le bio, c'est un truc pour les riches, etc. Mais aujourd'hui, ça prend une part énorme, et parce que les filières se sont transformées et que finalement, ça devient un peu plus accessible d'être bio. C'est toujours plus cher quand même qu'un légume basique, mais n'empêche que ça prend. Donc voilà, je pense que ça va être de la même manière inéluctable. C'est vrai que le bio, c'est la santé, donc le déclencheur est plus impliquant pour le client. La planète, finalement, c'est proche, mais c'est un peu plus loin que son propre corps, si vous voulez. Donc voilà, tout ça, c'est des déclencheurs psychologiques, mais ça va prendre du temps, mais c'est à nous de pousser. Il faut que chacun pousse. L'État peut pousser par des réglementations, il l'a fait, la loi AGEC et autres. Les acteurs privés, on doit se prendre en charge, les convictions doivent être à l'œuvre et on doit agir c'est comme tous les jours. Le sujet du Made in France, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une difficulté à trouver les entreprises pour produire en France du textile bio, etc. Donc voilà, il y a aussi... il faut reconstruire des filières. Elles ont été détruites il y a 30-40 ans. Oui. Alors quand on n'est pas une entreprise dont l'ADN est le durable, comme certaines des NVB, comment est-ce qu'on peut être crédible et viable, Vincent, en tant que retailer, quand on en parle ou quand on le fait? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a jusqu'à des révisions de business model à faire? Je pense, oui, il faut repenser. On disait tout à l'heure qu'il y avait une approche qui est un peu systémique, où il fallait le repenser. Et il est certain que quand on est face à des acteurs qui... je vais prendre juste deux exemples, ils sont autour de moi. Un, c'est un ami, l'autre, c'est une boîte que j'accompagne en mécénat de compétences. Vous avez peut-être connu Addictis, qui avait fait Paf le chien dans le marketing. Donc son fondateur, il a revendu sa boîte. Et puis il a créé le fourgon. Il y a peut-être quelques clients, je ne sais pas qui est client du fourgon, je ne sais pas bien dans la salle. Fourgon ?
Il n'y a pas de clients du fourgon, aussi, il y en a un petit peu. Le fourgon, en fait, il a réinventé la livraison de vos boissons chez vous et la consigne. Et donc il fait ça localement dans quelques villes, mais il est en train de se diffuser. Il livre avec des véhicules électriques. Enfin, Ah, c'est comme pique-nique. il a pensé totalement son modèle de façon durable. Et pour le coup, il court-circuite complètement les réseaux de distribution. Et donc, il va chercher à la source les différents liquides, quelque chose du jus de fruits, de l'eau, de la bière, tout ce qu'on veut. Et il les dépose chez vous, et puis il récupère les consignes, etc. Et puis il gère après tout le nettoyage des bouteilles, qui est une problématique complexe. Donc clairement, il a cassé toute cette chaîne-là. Et donc il le fait de façon rentable, à un coût raisonnable. Et donc la difficulté pour un distributeur alimentaire qui lui est habitué à ramener, déplacer des bouteilles dans des entrepôts, les ramener dans son magasin, puis ça repart tout le cycle, soit en livraison, en e-commerce, soit dans le coffre de la voiture. Il est certain que le bilan n'est pas du tout le même entre l'un et l'autre. Donc ça pose de vraies questions. L'autre exemple, donc une boîte que j'accompagne s'appelle FunkFeed. C'est une jeune universitaire qui fait des croquettes pour chiens et chats à base d'insectes. Et l'impact carbone de l'insecte versus de la viande de je ne sais quoi, d'ailleurs, peu importe, de bœuf, de porc ou autre, c'est juste radicalement différent. Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, c'est extrêmement sain pour les animaux. Et tout son concept est pensé de façon durable, avec des sacs en papier, enfin bref, je passe le détail, même elle pense à l'encre qu'il va y avoir sur le papier. Le truc est entièrement pensé. Et ça, elle peut le distribuer rapidement. Elle peut être en abonnement. Donc elle va complètement casser les circuits. Alors aujourd'hui, c'est très cher. Son produit est cher. Il est 2,5 fois plus cher qu'une croquette classique ou même haut de gamme. Mais ces modèles-là vont changer radicalement. Donc je pense qu'on est obligé de penser le modèle différemment. Et on ne fera pas la transition, en revanche, pour répondre à ta question sur les distributeurs. Et je pense que Mobilia est un excellent exemple, parce que ce n'est pas d'hier matin que Mobilia existe. Exactement. Et on est passé de Norauto, qui est l'auto, à Mobilia, qui est la mobilité. Enfin, c'est le fond de la raison d'être et la raison pour laquelle c'était créé, c'est ça. Et ça date d'il y a maintenant 10 ans. 10 ans. Donc il y a, je pense qu'il et tous les distributeurs de la région, que ce soit Decathlon, que ce soit ADO ou Boulanger, sont dans ce mouvement-là depuis un bon moment. Donc, mais la transition, et l'exemple de Mobilia est intéressant, parce que tout ce qui est créé avec via ID, avec toutes ces différentes startups, ça va monter en puissance. Et puis, il y aura en parallèle la transformation du modèle de Midas et de Norauto, qui évidemment ne sera plus le même. Merci, c'était le mot de la fin. Merci à vous tous les trois, merci beaucoup. On peut les applaudir, ah oui, absolument. J'ai l'impression que c'est un sujet qui reviendra sans doute souvent, puisqu'on voit que les acteurs du Nord sont particulièrement dynamiques sur ce sujet. Donc on se donne rendez-vous aussi pour sans doute une table ronde où on verra peut-être encore plus de résultats l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vais vous inviter maintenant, je vous donne un petit peu un avant-goût du programme qui vous attend. On va déjeuner, donc vous allez déjeuner. Certains vont au buffet, d'autres ont des cartons pour aller déjeuner dans une salle qui se trouve au fond de l'espace ici. Et puis on se retrouve à 14h pour un use case dans cette salle ici avec Vtex, qui est une plateforme qui nous vient du Brésil, très intéressante et qui présentera des use cases avec notamment Decathlon. Voilà, à tout à l'heure, bon appétit et merci beaucoup à vous.